Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit conforme. Vous voyez l'automobile derrière moi? On va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Au sommaire de cette émission, la Dacia Sandero domine l'Europe avec 6562 exemplaires vendus dans l'Hexagone en janvier 2023. La Dacia Sandero domine le classement des ventes de voitures, un succès qui dépasse même les frontières françaises. Le modèle Star était également la voiture la plus vendue en Europe en janvier 2023. Thomas Dubruel est avec nous, le directeur commercial de Dacia France. On en parlera avec lui dans quelques instants. Et pour conduire une Dacia, il faut avoir le permis de conduire, c'est obligatoire et c'est vraiment très très obligatoire, rappelons-le. On a souvent parlé des problèmes dans les auto-écoles pour faire passer ou repasser le permis aux candidats et candidates qui avaient échoué. Eh bien les choses s'améliorent avec une plateforme professionnelle, Rendez-vous Permis. On en parlera avec Patrice Besson, président national de Mobiliance ESR, éducation et sécurité routière. Essence et diesel, Total plafonne ses prix jusqu'à fin 2023. Total Énergie a annoncé le plafonnement à 1,99€ le litre gazole et pour aussi le SP95 à 2020, jusqu'en 2023. Le patron Total a-t-il cédé sous la pression d'Emmanuel Macron? L'analyse de Loïc Le Floch-Prigent sera avec nous, ancien PDG d'Elf, et on en parlera bien entendu avec lui. Et ensuite, on parlera Scooter Team. C'est la nouvelle marque française de scooters électriques. L'entreprise propose un nouveau mode de déplacement écologique et économique avec 3 gammes de scooters équivalents à 50 ou 125 cm3. Le choix de la liberté sans condition. Jonathan Poulet, directeur d'activité chez Team, sera en notre compagnie. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et on le disait, cette année, la Sandero, le modèle phare de la marque Dacia et le modèle plus populaire du groupe Renault, offre des perspectives spectaculaires. On en parle avec Thomas Dubruel. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur commercial de Dacia. Incroyable performance. On en parle tout de suite parce que c'est vraiment l'événement finalement de Dacia aujourd'hui en 2023. Oui, écoutez, on est content des résultats qu'on a eu en janvier et j'ai envie de vous dire l'année dernière. Aussi. Voilà. Oui. Ouais. En fait, on est la marque qui monte en ce moment avec une vraie croissance sur le marché français. On a fait ça en 2021, on a commencé. L'année dernière, en 2022, on a cru de 5%, alors que le marché lui-même était faiblard, voilà, en décroissance de 10 points. Voilà. Donc des progressions en part de marché qui sont importantes, avec 4 produits piliers, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez parlé de Sandero. Oui, bien sûr, mais on va parler des autres aussi. Voilà, on va parler des autres aussi. Mais, non, je voulais juste rebondir en disant, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres en fait, cette Sandero? Écoutez, je crois que c'est plus la marque qui a une promesse qui est forte et unique sur le marché et qui est finalement assez simple. C'est qu'on promet à nos clients le rapport prix-prestation qui est le meilleur du marché en faisant des voitures essentielles. C'est quoi des voitures essentielles? Vous allez me dire, la voiture essentielle, c'est des voitures, on demande aux clients ce qui est important pour eux, on met les équipements dans la voiture, sans superflu, et finalement on propose aux clients toujours la voiture avec le meilleur rapport prix-prestation, et on fait ça sur chacun de nos modèles. Thomas Dubruel, pour les plus anciens comme votre serviteur qui ont plus de 50 ans, Dacia au départ c'était les Dacia 1300 qui étaient les Renault 12 fabriqués en Roumanie. C'est absolument extraordinaire cette transformation. Vous avez été racheté en 99 par Renault. Comment s'est fait cette métamorphose, pour utiliser un terme un peu poétique? Oui. Alors, l'histoire commence en 2004 vraiment avec le lancement de la Logan. Et en 2005 sur le marché français. Exactement. Et pour bien vous cacher, c'était un peu chelou la Logan au début. Alors, quand on a vu arriver... La Logan, elle avait un point fort, c'est qu'elle était pas chère. Elle était pas chère du tout parce qu'on disait on va faire une voiture à 5-6 000 euros. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette philosophie-là. La Logan de 2004 et la Sandero, dont vous avez parlé tout à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes voitures. Parce que la philosophie a changé. On n'est plus du tout dans l'approche low cost pure, on est dans cette essentialité dont je vous parlais. Et en fait, les voitures sont bien équipées aujourd'hui. Mais encore une fois, sans superflu, parce qu'on ne met dans les voitures que les choses qui nous semblent essentielles pour le client. Donc il y a plein de choses qu'on ne met pas. On fait des vrais choix. Qu'est-ce que vous ne mettez pas, par exemple? Par exemple, je ne vais pas mettre de réglage électrique des sièges dans une Sandero. Voilà. Parce qu'un réglage électrique des sièges, ça va avoir un poids, donc ça va mettre du poids dans la voiture, donc de la consommation. 2, ça va avoir un coût, il va falloir que le client le paye. Et pourtant, le réglage électrique du siège, vous allez l'utiliser 3, 4,
maximum 5 fois dans l'année. Hein. Donc nous, on pense qu'on peut régler la voiture manuellement et qu'il n'y a pas besoin de mettre de réglage électrique. Ouais. Voilà. Mais Cécile a fait une remarque très juste au départ. La Logan, comme toujours, la Logan au départ, c'était très rustique, qu'on le veuille ou non, et c'est pas du tout négatif dans ma bouche, rustique. Aujourd'hui, chez Dacia, on peut avoir une boîte automatique ou une climatisation automatique. Oui, et bien même sûr. des voitures hybrides ou électriques. Donc, alors qu'à l'époque, la Logan, il n'y avait que de la clim. Si on la prenait, c'était en option, c'était mécanique. Et la boîte automatique, il n'y en avait pas. Oui, absolument. Parce que ces équipements, alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que l'essentialité pour les clients évolue avec le temps. C'est pas quelque chose qui reste figé dans le temps. Hein. Donc notre rôle aussi, c'est de définir constamment, finalement, régulièrement, ce qui est l'essentialité dans une voiture. Et cette essentialité, elle se décline aussi par modèle. Quand on va rentrer sur le segment supérieur, là, qui a été annoncé, hein, on va arriver avec le nouveau Duster, puis après le Bigster, qui est une vraie voiture du segment C. C'est plutôt très joli en plus. Hein, oui. Merci. Non, mais c'est vrai. Qui est une voiture qui va faire 4,60 m, plus de 4,60 m. Ce qui est essentiel pour les clients sur une voiture du segment C est forcément pas la même chose que ce qui est essentiel sur une Sandero. Voilà. Donc c'est ça qui évolue et nous on accompagne nos clients en mettant sur ces voitures donc ce qui nous semble essentiel. On pose toujours la question de l'attachement à une marque automobile. Les acheteurs de la Logan sont encore aujourd'hui chez Dacia ou ils sont partis ailleurs ou le but, je sais, avec les nouveaux modèles, c'est aussi de recruter de nouveaux clients, mais est-ce qu'il y a un attachement sur cette marque ? Oui. Alors, on a un taux de fidélité important et c'est pour ça qu'on croit finalement, parce qu'on arrive en même temps à bien fidéliser nos clients et puis à en conquérir de nouveaux. Je vous donne un exemple avec des chiffres, hein, c'est un peu plus parlant. Sur 10 clients qui roulent en Dacia aujourd'hui, il y en a 8 qui vont rester dans le groupe Renault. Hein. Donc sur nos 10 clients, aujourd'hui, 8 restent dans le groupe Renault. D'accord. Si vous prenez ces mêmes 8 clients, il y en a 5 qui proviennent de la concurrence. Donc sur 10 clients, 5 qui viennent de l'extérieur, et une fois qu'ils sont chez nous, 8 qui restent chez nous. Voilà. Et ça explique bien la croissance qu'on a dans la marque. Donc oui, on a une fidélisation assez forte de la marque, parce qu'on fait aussi des voitures robustes, on met dans les voitures, l'essentiel c'est aussi mettre dans les voitures des technologies qui sont éprouvées, hein, qu'on va chercher dans le groupe Renault. Vous parliez tout à l'heure de l'hybride. On vient de lancer le Jogger hybride. Le Jogger hybride, c'est de l'hybridation qui existe déjà sur Clio et sur Capture depuis plusieurs années, qui est éprouvé. Et quand nous, on sent que c'est quelque chose qui devient essentiel, on décide de mettre l'hybride sur le Jogger. Ce qui permet de faire baisser les prix, puisque quand on met des mécaniques comme ceci, elles sont amorties déjà en termes de production. C'est ce qui a été le cas de la Logan avec les moteurs C, par exemple. Tout à fait, vous avez raison. Oui, il y a les deux avantages, en fait. Hein. C'est effectivement, la technologie est amortie, donc ça nous permet de rentrer avec des coûts moins importants. Et deux, en termes de qualité, c'est des technologies éprouvées qui nous permettent d'avoir des voitures robustes. Dacia, en tout cas, l'entreprise parle, puisqu'elle raconte finalement que les voitures lourdes, c'est pas pour Dacia, c'est certainement pour les autres constructeurs. Et donc là, vous avez pris une trajectoire de dire, nous, volontairement, on va pas peut-être mettre d'énormes batteries, peut-être pas d'énormément d'autonomie. C'est l'inverse, c'est l'opposé finalement des autres constructeurs. Oui, c'est les fameux choix dont on parlait tout à l'heure. Oui. Le choix de la marque, quand vous mettez que ce qui est essentiel sur la voiture, vous allez avoir une voiture moins lourde. Hein. Je vous donne l'exemple de la Spring, qui est notre petite électrique. Au passage, le véhicule électrique le plus vendu en France l'année dernière, à particulier. Voilà. La voiture n'est pas lourde, elle fait moins d'1 tonne, ce qui est assez exceptionnel pour une voiture électrique. Donc on met une petite batterie parce qu'on n'a pas besoin de tirer un poids monstrueux. Donc la batterie fait 28 kW ou quelque chose comme ça. Ça représente combien de kilomètres ? 200 ? Ouais, l'autonomie, 200. Alors c'est 200 cycles mixtes, on va jusqu'à 300 cycles urbains. D'accord. Ça semble pas beaucoup, mais il faut rapporter ça à l'usage qu'en ont les gens. Hein. En fait, la Spring, nos clients Spring, ils roulent en moyenne 30 km par jour. Voilà. Donc quand vous avez 200 km, vous avez de quoi faire quelques jours, voire une semaine. Voilà. Et il roule en plus pas vite, il roule en moyenne à 25 km/h. Donc 30 km par jour à 25 km/h. À Paris, 25 km/h. Il y a des moments où ils sont à 0, d'autres où ils sont à 50. C'est ça. Voilà. Et pourtant, l'électrification, on n'a pas l'impression que ce soit votre cheval de bataille, comme tout le monde en parle. On a l'impression que vous, la transition se fait tout doucement et arrivera quand elle arrivera. Oui. Alors on va y aller. Je pense sûr, de toute façon, vous serez un peu obligé, j'ai envie de vous dire. Voilà, on n'a pas le choix, on va y aller. Après, il faut y aller au moment où c'est important d'y aller. Donc on est arrivé avec la voiture électrique, la petite Spring, là, qui a un joli petit succès.
On a lancé dernièrement l'hybride. C'est la première hybridation qu'on a mis sur Jogger. Oui. Et on arrive avec tous les avantages qu'a notre modèle Jogger, qui est une voiture familiale 5 ou 7 places adulte, voilà, avec une hybridation, 140 chevaux, plus de puissance, le plaisir de conduire en électrique, jusqu'à 80 km en électrique en ville, qu'on peut faire, voilà. Et en plus, moins consommant, 40% moins consommant qu'une version de référence essence. Voilà. Et en plus, la boîte auto. Et vous avez, sur la Spring, vous avez maintenant une nouvelle finition, la finition extrême. Ouais. C'est l'objectif de faire des finitions un peu plus élaborées pour, je vais utiliser un terme un peu technique, pour améliorer le mix produit, ce qu'on appelle vendre des produits plus haut de gamme au sein d'une même famille de produits. Alors c'est une caractéristique assez forte de la marque aussi, c'est pour ça que je vous pose la question. Qu'on n'est plus low cost, c'est qu'on vend plutôt des versions hautes. Sur Sandero, on vend beaucoup de Stepway, qui est finalement la version la plus haute. On vend toujours des versions les plus hautes de la gamme, et ça sur tous les produits. Sur l'extrême, la grosse différence de l'extrême, c'est la motorisation. Donc on est arrivé avec une Spring qui faisait 45 chevaux. C'est vrai que nos clients nous disaient que c'était un peu limite les 45 chevaux. Donc on s'est dit on va garder ces 45 chevaux parce qu'ils sont essentiels pour un certain nombre de personnes. Mais en plus, on va offrir maintenant une motorisation qui fait 65 chevaux. C'est ça. Donc qui vous donne plus d'agréments de conduite. Pour la même autonomie, donc l'extrême, c'est finalement presque 50% de puissance en plus, passer de 45 à 65. Et tout ça pour une autonomie qui reste la même aux alentours de 200-220 km. On va parler de la Dacia Bigster. Là, on sent qu'on a soigné forcément, on va chercher des nouveaux clients. Celle qui arrive en 2025, qui pourrait être en version coupée. On l'a vu. En tout cas, je ne sais pas si c'est la bonne voiture, mais en tout cas, elle est très jolie. On sent que c'est extrêmement soigné. L'esthétisme a terriblement changé chez Dacia. Ouais. On essaye de faire des voitures qui soient aussi jolies à regarder, attrayantes. Voilà. Il suffit pas d'être essentiel. Il faut aussi faire des voitures jolies, robustes. C'est pour qui cette voiture ? C'est pour qui cette voiture ? C'est pour des clients différents, parce que là on va s'adresser à des clients du segment C, qui sont le segment supérieur. Et là on est en train de redéfinir finalement c'est quoi l'essentialité sur un segment C. L'idée, c'est d'arriver toujours avec la même logique, et c'est ce qu'on fait depuis longtemps. On essaye de définir cette fameuse essentialité. On l'a fait sur Sandero Duster, on l'a fait sur Spring, on l'a fait sur Jogger. Maintenant, on va rentrer sur un nouveau segment avec ce Bigster. Il va falloir qu'on redessine ce que c'est que l'essentialité sur le segment C. On mettra sur la voiture ce qui est essentiel pour le client sans superflu, et on aura à coup sûr la meilleure offre en termes de prix-prestation du marché. Et vous avez un bureau de style Dacia ? Oui, bien sûr, il y a un design, il y a un design Dacia spécifique, bien sûr. Vous pouvez le relooker, lui, ou pas ? Je le trouve très bien. Merci. Voilà quelqu'un qui parle bien. Petit mot, on est obligé d'en parler, le Dakar 2025, on nous dit. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox, comme disait forcément que Dacia, pour être sur la ligne de départ avec Sébastien Loeb au volant, oui, non, oui, peut-être. Alors, on en est au stade de la rumeur, il n'y a rien de décidé. S'il vous plaît. Il n'y a rien de décidé. Face à BMW. Je ne dis pas qu'on n'ira pas non plus, l'avenir nous le dira. En fait, ça va avec l'essentialité aussi. Comme on doit redéfinir l'essentiel constamment, le sport automobile peut être aussi un moyen d'aller tester des solutions et les bons équilibres de balance entre les coûts, l'efficience des moteurs, la performance. Voilà. Donc c'est vrai que le sport automobile pourrait, j'utilise encore une fois le conditionnel, pourrait être un laboratoire technologique qui pourrait être intéressant. Regardez-moi dans les yeux, pourrait ou peut ? Pourrait. Manu Bruel me rappelle un pilote légendaire en Formule 1 de Renault qui s'appelait Alain Prost, qui disait toujours « rien n'est fait ». Voilà, c'est ça. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Thomas Di Bruel. On va continuer encore un peu. Oui. Non. Écoutez, je suis désolée, l'heure c'est l'heure. Regardez, levez les yeux, c'est tout rouge, ça clignote. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir Directeur commercial de Dacia France. Et puis vous viendrez nous voir pour le Dakar, bien entendu. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on va vous parler de permis de conduire avec nos amis de chez Mobiliance. Vous l'avez encore le vôtre ? Oui, absolument. J'ai mis 12 points. Et bam, je ne dirai pas autant pour moi. Allez, tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France.
Bienvenue, c'est effectivement les vraies voix qui font rouler la France. On aime beaucoup l'automobile avec Philippe David. On vous donne la parole, bien entendu. On essaye de vous donner toutes les informations liées à l'automobile et vous avez dû certainement entendre parler des délais, parfois trop longs pour passer ou repasser son permis. Et pourtant, la bonne nouvelle, en tout cas on l'a appris aujourd'hui, la situation s'améliore grâce à la plateforme professionnelle en ligne Rendez-vous Permis. Et pour en parler, Patrice Bessonne est avec nous, président national Mobiliance, ESR Éducation et Sécurité routière. Bonsoir Patrice Bessonne. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors voilà, on a parlé de ces délais parfois trop longs pour passer son permis. Aujourd'hui, on en est où ? Au niveau des délais, on est en train de résoudre le problème, comme vous l'avez dit à l'instant, par la plateforme. En fin de compte, cette plateforme aujourd'hui qui va être étendue à toute la France d'ici 3 mois, y compris dans les DROM, permet de pouvoir, j'allais dire, répartir les places avec beaucoup plus d'équité. Et il faut savoir que cette plateforme, en plus de ça, permet aux jeunes de revenir au centre de son droit à la place d'examen. En fin de compte, l'école de conduite est mandatée par le jeune pour pouvoir gérer sa place d'examen et pouvoir lui donner une place disponible lorsqu'il est formé. Alors vous allez me dire comment ça a pu se passer, puisque jusqu'à présent on entendait des délais assez importants. Et ben justement, vous voulez vous demander, ça tombe bien. Vous avez vu, je fais les questions. Oui, non, vous avez raison. On va boire un café au 25 minutes. Vous venez avec vos questions, je viens avec mes réponses, ça rappelle un homme politique des années 70-80. Bien. En fin de compte, l'ancienne méthode était basée sur le fait d'attribuer des places sur l'année écoulée. Ouais. Et donc, vous aviez des écoles de conduite, par exemple, qui avaient beaucoup de places alors qu'ils n'avaient plus assez de formateurs pour former les élèves. Et d'autres qui avaient embauché des formateurs, eux, n'avaient pas la possibilité de pouvoir passer ces places. Et en plus de ça, le système était assez pervers parce qu'il s'alimentait lui-même. C'est-à-dire, vous gardiez les places ou vous prêtiez les places à d'autres auto-écoles, mais ça comptait toujours dans votre panier. Résultat des courses, il y avait des auto-écoles qui gardaient une multitude de places alors qu'ils n'en avaient pas besoin, au profit de ceux qui en avaient vraiment besoin. Et d'ailleurs, ça pouvait être assez pervers, puisqu'il y en a certaines qui en faisaient un commerce. Qui en faisaient un commerce, et donc ça ne pouvait plus aller. Donc cette plateforme, l'avantage de cette plateforme aujourd'hui, c'est que, en fin de compte, on cale l'offre à la demande. Il y a une école de conduite qui a tant de formateurs. Elle a la possibilité d'avoir 5 places par formateur. Et donc, avec ces 5 places, ça fait, c'est calculé par rapport à ce qu'elle peut produire dans le mois au niveau des élèves. D'accord. Et donc, à ce moment-là, on peut assurer que chaque école de conduite va avoir le besoin dont elle dispose. Et donc, là, ça permet de faire véritablement de la dentelle. Et on s'est aperçu que ça réglait pas mal de problèmes de délai d'attente. Donc, c'est une bonne chose. Mais pour les délais d'attente, est-ce qu'il y a une grosse inégalité territoriale ? Est-ce que, par exemple, je vous dis n'importe quoi, à Paris, on passe le permis en 10 jours, et je sais pas moi, à Aurillac, on le passe en 1 mois ou 2 mois ? Ça peut être le cas. Il peut y avoir des grosses disparités territoriales parce qu'en fin de compte, la plateforme dont on vient de parler à l'instant ne produit pas de places. Ceux qui produisent les places, ce sont les inspecteurs du permis de conduire. Oui. Donc, dans un département, s'il manque des inspecteurs du permis de conduire, pour X raisons, ça peut être parce que le département a grossi et que donc la taille ne correspond plus au nombre d'inspecteurs qui sont affectés, ou ça peut être également parce qu'il y a des inspecteurs qui sont malades et qu'il y en a une partie importante, et donc que la production de places d'examen chute. Alors il peut y avoir des délais. Vous allez me dire donc comment on va pouvoir résoudre ça. L'avantage encore de la plateforme, c'est que ça permet là aussi de faire de la dentelle et de vérifier les départements où il n'y a pas une relation entre l'offre et la demande correcte. Et ça permet donc au ministère de l'Intérieur de pouvoir affecter les inspecteurs où
il y en a besoin. D'accord. Ce Donc, qui est quand même mieux. ça veut dire qu'il y a assez d'inspecteurs aujourd'hui pour, entre guillemets, pardon pour cette expression, boucher les trous. Non, plus qu'aujourd'hui, pour complètement boucher les trous, il faudrait à peu près 200 inspecteurs de plus. C'est le calcul qu'on avait fait. D'accord. Entre 200 et 250. Le ministre de l'Intérieur a donné l'accord, c'était d'ailleurs assez historique pour nous, puisque ça n'a jamais été le cas, pour pouvoir avoir 100 inspecteurs supplémentaires sur 3 ans. Ce qui est énorme, hein, ça n'est jamais arrivé. Et en plus de ça, on a l'aide, vous savez, des examinateurs. Les examinateurs, alors différence entre inspecteur et examinateur. Un examinateur, il vient de la poste, il passe son diplôme et il ne peut faire que les examens B. Il ne peut pas faire d'autres catégories comme la moto ou le poids lourd. Donc il est affecté plus rapidement. Et là, on va avoir cette année 30 examinateurs supplémentaires. Donc cette année, on devrait arriver à 70 inspecteurs capables de faire des examens B. Donc, comme vous l'avez dit, ça va boucher quand même pas mal de trous. Oui. Et bien entendu, ça ne va pas s'arrêter là, parce que l'année prochaine, il y aura encore une quarantaine d'inspecteurs. Et pareil pour l'année suivante. Patrice Bessonne, est-ce qu'il y aura des zones prioritaires ? Oui, bien entendu. Grâce à Rendez-vous Permis, les zones prioritaires, c'est là où il manque des inspecteurs. Avant, pour le ministère de l'Intérieur, c'était très difficile de pouvoir juger le manque d'examen. Puisque vous avez compris qu'en fin de compte, c'était sur l'année antérieure. Donc c'était très compliqué, on n'était pas réactif, on n'était pas vraiment dans la réalité, la chose du réel. Aujourd'hui, avec la plateforme, on sait exactement, le ministère de l'Intérieur sait exactement où il manque de la production de places d'examen. Patrice Bessonne, on a parlé des inégalités territoriales. Aujourd'hui, en France, métropolitaine et Drôme, ou peu importe, quel est le délai moyen pour passer ou repasser le permis de conduire ? Le délai moyen aujourd'hui est de moins de 45 jours. C'est-à-dire 1 mois et demi quand même, ce qui est quand même déjà un peu long, non ? C'est déjà un peu long, c'est le délai moyen, donc ça veut dire que dans d'autres départements, on est parti de très loin, hein. On avait un délai moyen qui dépassait les 90 jours. Hein. Donc on a déjà baissé ah ben oui, c'était le cas. Avant qu'arrivent les premières mesures liées à l'examen du permis de conduire, où on a permis de faire passer un jeune de plus par jour, et où on a mis en place ensuite le départ, puisque cette plateforme, ça fait 3 ans qu'elle est expérimentée, de la plateforme, on a quand même gagné du délai. Et j'espère qu'on va arriver rapidement à le réduire. C'est quoi les objectifs drastiquement. C'est quoi les objectifs, rapidement ? Les objectifs, c'est d'avoir un délai qui tient entre 15 et 20 jours. D'accord, ok. Oui. Parce qu'il faut, rappelez-vous qu'il y a le délai pour être présenté, mais là, je parle du délai de repassage. Oui, c'est ça. Parce que c'est à chaque fois, on se trompe un peu. Le délai pour passer l'examen, il n'a pas de durée. Aujourd'hui, l'élève, lorsqu'il est prêt dans une école de conduite, il a sa place d'examen. C'est ce que je vous ai dit. Oui. La place est assurée pour passer son examen. S'il y a échec, il faut qu'il puisse le repasser. C'est ça. On avait des délais qui allaient jusqu'à 90 jours. Aujourd'hui, on est à 45 jours. Et l'idéal, c'est d'avoir un délai qui est entre 10 et 20 jours. Il faut laisser le temps aux jeunes et aux écoles de conduite de reprogrammer de la formation pour repasser l'examen. Merci beaucoup Patrice Bessonne, président national de Mobiliance ESR Éducation et Sécurité Merci à vous. Routière. Voilà, de très bonnes nouvelles. Merci. Dans quelques instants, on reviendra sur Total Energy qui a annoncé le plafonnement à 1,99 centimes d'euros le litre de gazole et sans plomb en 2023. On en parlera avec l'analyse forcément de Loïc Le Floch-Prigent, ancien PDG d'Elf, qui nous dira si finalement Total a cédé aux injonctions d'Emmanuel Macron. À tout de suite. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et en parlant de rouler, essence et diesel, Total plafonne ses prix à 1,99 € le litre jusqu'à fin 2023. C'est ce qu'avait demandé, Emmanuel Macron avait demandé un geste au patron de Total qui avait dit non, je fais ce que je veux. Il a fini par céder ou pas aux injonctions d'Emmanuel Macron. On va en parler tout de suite avec Loïc Le Floch-Prigent, ancien PDG d'Elf, qui est avec nous. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Bonsoir.
C'est une question déjà de dire que est-ce que finalement Emmanuel Macron, en envoyant une injonction entre guillemets au président de Total Health, de Total Énergie, pardon, est-ce que finalement le patron a plié? Écoutez, c'est le monde à l'envers, hein. C'est-à-dire que la première chose, c'est, vous savez qui gagne le plus d'argent avec le litre d'essence ou de diesel? C'est l'État. C'est l'État. Donc petit A, c'est l'État. Bon, alors maintenant, deux, est-ce que Total gagne de l'argent en France en vendant son essence et son diesel? Bon, je peux vous dire que de mon temps, on n'en gagnait pas. Donc c'est pas là-dessus. Donc essentiellement, c'est combien? C'est-à-dire que Total Énergie, on dit qu'ils touchent, ils perçoivent 1 centime par litre. C'est à peu près ça? Oui, si vous voulez. Mais en fait, de toute façon, compte tenu de tout ce qui est fait par ailleurs, du fait que on a fait disparaître leur raffinerie parce qu'on n'aimait pas qu'ils raffinent, etc. Donc, et qu'on leur a demandé de vendre des stations de façon à ce qu'il n'y en ait pas trop. Bon, ça fait longtemps que le groupe est quand même racketté par l'État. Donc voilà. Bon. Donc c'est un peu assez incroyable de voir un chef d'État demander, vous savez, on vous a racketté, mais alors il faut en faire un peu plus et essayer de dire qu'en plus c'est Total qui gagne de l'argent quand ils vendent l'essence, alors que c'est lui l'État qui en gagne. Vous voyez, il y a quand même un moment, on est dans un monde de fous, quoi. Hein, donc là, on est dans un monde de fous. Et alors en plus, si j'ai bien compris depuis un certain nombre de mois, c'est l'État qui fait des chèques, c'est l'État qui fait des boucliers pour l'énergie. Alors il pourrait faire la politique de l'énergie plutôt que de faire des boucliers. Vraiment. Et tout le sujet, c'est quand même d'essayer d'expliquer aux Français comment on passe du coût de l'énergie au prix. Et c'est ça qu'il faudrait, si jamais on a une pédagogie à faire, c'est celle-là en ce qui concerne l'électricité, puisque le coût de l'électricité, je répète une nouvelle fois, n'a pas varié, mais c'est le prix qui a varié et qui a décuplé. Et de la même façon, le coût du pétrole n'a pas varié et c'est le prix qui a varié. Donc on est toujours dans cette querelle que je reconnais être extrêmement embarrassant à le redire, mais il faut maintenant revenir à ce qui est le coût et comment le prix est formé à partir du coût et qui gagne de l'argent entre le coût et le prix. Alors si jamais on parle du litre d'essence, il est clair que celui qui gagne de l'argent entre le coût et le prix, c'est l'État. Loïc Lefebvre-Prigent, aujourd'hui, si on regarde le prix du baril, j'ai regardé hier soir, il était à $80 le Brent. Oui. Un baril, ça fait 159 litres. 159 litres, ça fait 47 centimes d'euros le litre. Oui. 47 centimes d'euros. J'ai fait le plein ce matin, je l'ai payé 1,84 €. Comment est-ce qu'on fait pour passer de 47 centimes d'euros à 1,84 €? Est-ce que vous pouvez l'expliquer aux auditeurs de Sud Radio? Écoutez, grossièrement, si jamais on regarde le prix, le coût qui va exiger le transport, le raffinage et ensuite la distribution, on va arriver à un coût qui est ailleurs le coût qu'il y avait autrefois et qui était nettement en dessous de 80 centimes le litre. Hein, c'est ça. Bon. Et donc, si jamais je parle du coût à partir d'un baril à $80, il n'a pas toujours été $80. Non, c'est sûr. Mais à partir de $80, on est à peu près dans ces ordres de grandeur. Donc, il reste maintenant, autre chose, et cette autre chose, c'est essentiellement des impôts, que ce soit des taxes carbone, que ce soit pour remplir les caisses de l'État, que ce soit pour les taxes régionales, etc. Il y a un ensemble de TVA. taxes. Mais disons que quand on a un prix à la pompe à 1,87, on est à peu près entre 1 et 1,10 qui est pris par l'État directement, quoi. C'est ça l'ordre de grandeur. Et disons que les pétroliers, ceux qui distribuent le pétrole, hein, parce que le pétrolier, c'est quand même d'abord quelqu'un qui explore et qui produit. Hein. Mais le pétrolier qui distribue, c'est un agent fiscal de l'État. Oui. D'abord. C'est un percepteur. C'est pas un pétrolier. Bon. Alors à cet agent fiscal, vous lui dites, vous gagnez trop d'argent, il faut faire quelque chose. Bon, je pense que
mon successeur, ce qu'il a fait est pas bête, hein, disons, ben voilà, si vous voulez vraiment, puisque vous, État, vous devriez faire un bouclier, c'est-à-dire empêcher les prix de dériver trop par rapport au coût, ben c'est moi qui vais le faire et je vais me substituer à l'État. Pourquoi pas, après tout. Enfin, en principe, c'est l'État qui est chargé de ça. Hein, c'est l'État qui est chargé d'éviter que le prix dérive trop par rapport au coût. Hein, c'est ça qu'on lui demande. On lui demande de protéger le consommateur. Protéger le consommateur, c'est éviter que les prix n'aient rien à voir avec le coût. Et expliquer en pédagogie comment le coût, à partir du coût, on arrive au prix. Hein, si jamais j'ai un litre de lait qui est produit à un certain tarif par l'agriculteur et la laiterie, j'ai envie de savoir pourquoi il est si cher ailleurs. Alors après, on a vous avez vu qu'il y a eu tout un mécanisme qui a conduit les gens à dire maintenant, si jamais vous prenez mon lait, il est moins cher, voilà combien je gagne. Et là, donc il y a eu ça. Donc, pour l'énergie, on est dans la même situation. C'est-à-dire que l'électricité est produite grossièrement. Aujourd'hui, il y a de l'ordre de 50 centimes le mégawattheure. Moi, en tant qu'industriel, il m'arrive 50 euros le mégawattheure. Oui, on arrive à des coûts, à des prix pour les industriels quelquefois allant à 600 jusqu'à 1000. Donc, et je demande depuis des mois une explication comment on passe de 50 à 1000. Et puis maintenant, je pense qu'il est normal pour les consommateurs qui vont avoir donc le diesel ou l'essence à 1,99 plafonné, à 99, etc. Je me demande comment est-ce qu'on passe de lorsque Philippe a dit est très bien, on passe de 47. Comment on passe de 47 à 2 ? Voilà. Alors donc on passe de 47 avec l'État, très bien. Pourquoi l'État prend-il autant ? Voilà. Alors, une première question. Loïc Le Floch-Prigent, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que quelque part il n'a pas fait une promesse de Normand, le Patrick Pouyanné ? Je prends une hypothèse d'école que je ne souhaite évidemment pas. La guerre s'amplifie en Ukraine, le prix du baril explose, se retrouve par exemple au niveau du choc pétrolier de 79 que vous avez connu à l'époque, c'est-à-dire encore plus cher qu'aujourd'hui en francs ou en euros constants. Est-ce qu'il ne va pas dire, moi, vu les taxes que prend l'État, je ne peux plus le vendre à 1,99 ? Alors évidemment, je ne souhaite pas que c'est une troisième guerre mondiale. Il est industriel, il a pris un risque, il a mesuré son risque et ça lui fait une pub fantastique. Si jamais au contraire, si jamais et tout va bien et que en matière d'image, c'est génial. Et qu'à la pompe il est à 87, etc. Il dit alors vous vous êtes planqué en disant à 99. Si par contre il a la chance que ça augmente, il va être la vedette. Alors là, ça va être difficile de ne pas l'inviter aux Jeux Olympiques, de ne pas l'inviter pour ça. Ça va être un bienfaiteur de l'humanité. C'est fantastique. Non, mais c'est un coup de splendide. Une question, Loïc Le Floch-Prigent, d'une automobiliste de base. Est-ce que ça va retomber à un moment donné ? Ah bah si l'État continue à prendre plus à chaque fois qu'il est possible, non. C'est l'État qui prend l'argent. C'est pas effectivement le baril peut retomber, mais l'État fera tout pour que le pétrole, puisque c'est supporté par le consommateur, il fait tout pour que ça reste à ce niveau de manière à se remplir les poches, c'est clair. Oui, mais il va bien y avoir des soucis en passant à l'électrique à un moment donné. Donc. Et alors? Vous n'allez pas passer à l'électrique tout de suite, vous ne pouvez pas recharger, vous n'avez plus d'électricité parce que l'électricité est trop chère. Et maintenant, les gens qui ont l'électrique se rendent compte que si jamais le baril n'augmente pas de façon très importante, eh bien, l'électricité devient plus chère que le carburant. Donc, non, on coince. Donc, tout ça est mal anticipé et mal calculé. Mais de toute façon, la situation actuelle, c'est que nous n'avons pas produit suffisamment de centrales électriques en France pour produire suffisamment d'électricité pour les voitures électriques et les pompes à chaleur. C'est ça la réalité. Oui. La réalité, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'électricité. Donc, merci.
Bah, merci beaucoup Loïc Le Floch-Préjean. Toujours des débats énergiques avec Loïc Le Floch-Préjean. Alors, on me reproche souvent de parler d'énergie. Pour une fois que quelqu'un me pose des questions sur l'énergie, qu'est-ce que je suis content. Je vous remarquez d'une pierre blanche. Merci Philippe. Merci beaucoup Loïc Le Floch-Préjean. Merci beaucoup pour cette explication et cette expertise. Vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler d'un mode de déplacement écologique. Et ben, c'est un scooter électrique. Voilà. Et ça vous coûtera visiblement un peu moins cher. Allez, à tout de suite. Et là, peu importe le prix du gasoil. Tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Et Tim, c'est la nouvelle marque française de scooters électriques. L'entreprise propose un nouveau mode de déplacement écologique et économique avec 3 gammes de scooters. On va en parler avec Jonathan Poulet qui est avec nous, directeur d'activité chez Tim. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, avec plaisir. Alors, c'est le scooter électrique, forcément, c'est ce qu'on appelle une mobilité totalement décarbonée. Exactement. Donc, le scooter électrique aujourd'hui, comme vous l'avez dit, donc une offre totalement décarbonée. On en entend parler un peu tous les jours au niveau véhicule et au niveau scooter. Notamment, je suis branché sur votre radio et pendant la pub, j'ai même entendu encore une pub concernant l'électrique en France. Donc voilà, c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, on nous parle d'écologie, on nous parle de faire attention à l'environnement. Donc c'est vraiment dans l'air du temps et nos scooters en font partie pleinement. Vous avez un accent très adéquat pour écouter Sud Radio. Et voilà, on est à Castres, on est du coin. Ah oui, Castres, oui, là c'est vraiment le Grand Sud. Oui, une question, on parlait des permis de conduire tout à l'heure. Alors maintenant avec les électriques, on y perd un peu son latin pour les auditeurs de Sud Radio comme pour les autres. Un scooter équivalent 50 ou 125 cm3, c'est le même droit pour le conduire ou pas? Expliquez-nous. Alors, concernant l'équivalent 50 cm3, donc c'est vrai qu'il peut être destiné aux jeunes qui ont passé le BSR. Donc, voilà, donc à partir de 14 ans, vous pouvez conduire donc un équivalent 50 cm3 avec le BSR. Vous pouvez, lorsque vous avez le permis de conduire depuis plus de 2 ans, également conduire un équivalent 50. Pour le 125, alors soit vous pouvez donc directement passer votre permis 125, soit passer une formation de 7 heures dans une moto-école, donc c'est-à-dire à peu près une journée où vous allez avoir une partie théorique et pratique qui va vous donner, si vous voulez, une attestation comme quoi vous pouvez conduire donc un équivalent 125. Et les personnes qui ont le permis de conduire depuis maintenant une vingtaine d'années avaient d'office le permis 125, donc elles peuvent directement conduire notre scooter. Alors aujourd'hui vous avez 3 gammes. Tim, c'est quoi en fait? Pourquoi tout à coup, parce que des scooters il y en a, c'est une nouvelle marque, vous allez conquérir quel type de marché? Écoutez, on s'aperçoit que nos cibles sont vraiment diverses et variées. Autant destinés aux particuliers mais également aux professionnels pour se déplacer, on va dire juste pour le loisir, mais même pour se rendre sur son lieu de travail. Ça peut permettre aux entreprises aussi de fournir à leurs salariés directement une offre de mobilité et de se déplacer, on va dire, au quotidien pour aller au travail. Et ça peut également servir, par exemple, pour des professionnels. On en voit aujourd'hui pour tout ce qui va être livraison de restauration rapide. Oui. Ça peut être également toutes les moto-écoles et on va dire sensibiliser les jeunes à utiliser l'électrique aujourd'hui. Il y a vraiment, on va dire du jeune de 14 ans jusqu'à 77 ans pour se rendre, on va dire, facilement et proprement d'un lieu à un autre. Il faut avouer que c'est vraiment une offre adéquate aujourd'hui. C'est une marque française. Exactement. Donc nous on est basé à Castres et donc la marque est créée ici à Castres. On développe au niveau national et on commercialise au niveau national nos gammes de scooters, nos 3 scooters. Et donc on est 100% français. D'accord. Une question, vous avez plusieurs solutions. Soit on achète le scooter, soit on a une partie, on va dire, location longue durée. Expliquez-nous. C'est exactement ça. Vous pouvez acquérir votre scooter directement sur notre site marchand team-scooter.fr. Et vous avez également une offre où vous pouvez avoir le scooter en location longue durée. Voilà, et vous choisissez sur 12, 24, 36 mois, suivant en fait, si vous voulez, la mensualité que vous souhaitez avoir. Et donc, vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez aussi le louer donc sur quelques années. Aujourd'hui, je reviens sur les avantages. On parlait de transport décarboné, une batterie aussi que vous pouvez transporter et rapporter chez vous. Exactement, c'est vraiment l'avantage de nos scooters électriques. Les batteries sont situées donc sous la selle
et vous pouvez les enlever. C'est comme un pain de glace que vous enlevez et que vous rebranchez chez vous sur une prise 220 classique. Donc comme on va pouvoir recharger un téléphone ou brancher un grille-pain, sur une prise 220 classique de courant, vous allez pouvoir recharger pendant 4-5 heures votre batterie pour avoir 100% de l'autonomie. C'est-à-dire une prise classique comme on a à la maison, avec prise de terre, quoi, c'est ça? Exactement, tout à fait ça. Et l'autonomie, c'est quoi? C'est combien de kilomètres? Varie entre 70 et 100 km suivant nos modèles, suivant les puissances des batteries aussi. Et puis souvent aussi le mode de conduite, si vous habitez dans une région plus vallonnée que l'autre. Oui, même si on va recharger dans les descentes dans ces cas-là. Absolument. Vous indiquez une prise en charge complète. C'est quoi c'est-à-dire que quand on l'achète, on vous le livre, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Nous, on s'occupe de tout et notamment d'aller chercher les aides de l'État qui aujourd'hui sont mises en place, notamment le bonus écologique. Oui. Donc, on vient vous livrer le scooter directement chez vous et ça fait partie de notre offre. On est un des seuls à le faire gratuitement. On va donc immatriculer le véhicule. Donc, vous allez recevoir chez vous la carte grise. Et donc, on vous fait la mise en service avec donc la livraison, plus carte grise, immatriculation sur toute la France. Alors, vous avez les aides de l'État également, parce que alors dans l'électrique, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Il y a les aides de l'État, les aides régionales, tout ça, ça se met un peu en court-circuit. Expliquez-nous ça. Tout à fait. Donc pour faciliter tout ça aux clients, on a décidé, nous, directement, si vous voulez, de mettre en place dans notre service aller chercher les aides. Donc, c'est-à-dire qu'on s'occupe à la place du client de tout ce qui va être administratif. Donc, tout ce qui va être bonus écologique de l'État, on va le déduire directement dans notre prix. Et donc, on est mandataire là-dessus et nous allons chercher directement à la place du client le bonus écologique. Et comme vous avez si bien dit, il y a aussi des aides par région, notamment en région Île-de-France, où vous allez avoir des aides jusqu'à 1 500 € sur l'achat d'un scooter. Vous avez par exemple la ville de Nice, qui est vachement sensibilisée et qui va avoir une aide de 400 € pour le particulier. Voilà. On espère même que d'autres villes vont se mettre un peu à la page et offrir une offre, on va dire, et surtout des aides à leurs concitoyens pour pouvoir bénéficier de scooters électriques à moindre coût. Mais ça veut dire que le scooter revient, si on achète un scooter chez vous, un 50 cm3 ou un 125 cm3, aujourd'hui, ça vaut combien? Et ça veut dire que le reste à charge sera de combien? Alors, si vous l'achetez directement, nous, on a des tarifs entre 2 et 3 000 € TTC. Oui. Pour le particulier. Donc ça, c'est pour un achat. Et lorsque vous voulez faire de la location longue durée, ceci équivaut à 2 ou 3 € par jour. Alors, quand on regarde vos scooters, ils ont une chose. Alors, je ne suis pas pilote de 2 roues, mais assez surprenante. Ils ont la marche arrière. Exactement. Donc, il y a la marche arrière qui est intégrée sur les scooters. Il n'y a pas la caméra de recul. Alors, il n'y a pas encore la caméra de recul, mais il y a une prise USB si vous voulez brancher le téléphone pour avoir un GPS intégré dessus. Et vous avez donc également, comme vous l'avez dit, la marche arrière. C'est vraiment pratique lorsqu'on a des scooters, les 2 roues qui sont collés à côté des autres, pour pouvoir reculer directement et se libérer un peu de l'espace. Il suffit avec la main gauche d'appuyer donc sur la marche arrière, de tourner comme si on accélérait avec la main droite, et vous vous libérez de votre emplacement directement. Parfois, on n'est pas chez soi pour recharger. Alors, dans les grandes villes, et ne vous inquiétez pas, on considère Castres comme une grande ville sur Sud Radio. Il y a des bornes de recharge. On peut utiliser les bornes de recharge standards qu'il y a dans les villes, à Paris, à Toulouse, à Marseille, à Nice, vous parliez Nice ou à Brest, pour recharger un scooter Team. Tout à fait. Alors, sachez que au niveau donc de l'adaptateur, nous on a donc le scooter qui est fourni avec un transformateur. Comme je vous ai dit, donc vous pouvez directement le rebrancher sur une prise normale. Et l'avantage, donc vous parlez des bornes, on peut bien évidemment utiliser les bornes, mais lorsqu'on est au bureau, lorsqu'on va être, je sais pas moi, dans un restaurant, on peut également demander si on peut récupérer donc une source donc de chargement. Et dans ce cas-là, vous rechargez votre batterie et vous pouvez repartir pour une autonomie de 70 ou 80 km. C'est vraiment un avantage par rapport à d'autres véhicules où il faut on va dire tout le temps une borne, alors que nous, juste une prise suffit. Alors il y a un look avec ces scooters. Il vaut mieux qu'il y ait un look qu'un loup. Oui, il y a un look particulier. Exactement, donc c'est vrai que le modèle... Alors on a énormément de coloris. Oui. On a un modèle qui est sensiblement et qui ressemble au Vespa italien. Oui, c'est vrai.
Voilà, donc ça c'est notre team M qu'on appelle, et aujourd'hui on l'a un équivalent 50 et un équivalent 125, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que notamment sur la côte atlantique, côte méditerranéenne, ce produit-là c'est notre produit phare, c'est le produit qui fait fureur aujourd'hui, parce qu'on a de la couleur, on a du orange, on a du jaune, on a du rose, et ça plaît énormément aussi bien à la gente féminine que masculine. Mais comment se fait-il que finalement, heureusement que vous êtes là pour nous dire qu'il y a quand même des aides bonus écologiques. Moi je découvre qu'il y a des aides bonus écologiques sur les scooters. Je ne savais pas. Les voitures, oui, mais les scooters, je ne savais pas du tout. Bien sûr, alors ça fait quelques années qu'il y a déjà des aides sur ces véhicules, on va dire, sur ces véhicules électriques. Alors il varie, en fait, si vous voulez, de plusieurs façons, mais l'aide, on va dire, et le bonus écologique qui est fourni par l'État, il dépend de la puissance de la batterie. Donc il faut avoir certains modèles où les batteries correspondent entre 2, 3, 4 ou 5 000 ou 6 000 watts. Et par rapport à ça, vous avez un calcul qui est fait. Et nous, nos bonus vont entre 300 et 900 euros par modèle. Une question, vous n'avez pas de concessionnaire, vous le disiez, vous livrez directement chez le client, vous lui expliquez comment recharger, rouler, etc. Comment est-ce qu'on peut commander vos produits? C'est par Internet, c'est une hotline, c'est comment ça se passe? Exactement. Et quels sont les délais de livraison aussi? Alors, on a un site marchand donc, qui est team-scooter, donc TYM-scooter.fr. Vous pouvez donc commander directement votre scooter sur notre site marchand et on s'efforce de vous fournir le scooter. Les délais sont à peu près entre 3 semaines et 1 mois, suivant le délai de l'immatriculation du véhicule. On demande uniquement au client un justificatif de domicile et une pièce d'identité et on fournit donc le scooter et nous livrons avec nos propres équipes sur toute la France. Ah, génial. On peut le customiser ou pas? Vous faites ça peut-être à un moment donné? Je pourrais vous le faire, il n'y a pas de souci. On peut. Par exemple, avec une photo de Cécile de Bénibus sur le dessus, je sais pas. Oui, bien sûr. C'est ce que vous vouliez, c'est ça? Non, c'était vous que je voulais une photo de vous. C'était absolument pour donner des coups de pied. Merci, en tout cas, c'est bien d'avoir des nouvelles marques de scooters. Merci beaucoup, Jonathan Poulet, d'avoir été avec nous. C'est le directeur d'activité de chez Team, donc ça s'appelle Team Scooter, TYM Scooter. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous nos intervenants aujourd'hui. Encore une belle émission. On en profite pour remercier Benoît, pour remercier Aurore, pour remercier Aude, pour remercier Justine et pour vous remercier, vous, de votre fidélité au quotidien. On se retrouve demain. Si vous le voulez bien, à 17h. On le veut bien. Bon, c'est très bien. On se retrouve demain à 17h. Tout de suite, on va parler de votre argent avec Stéphane Moller, conseil de famille. Et évidemment, pour l'émission incontournable pour les fans de musique, les mélomanes, le Loft Music d'Yvan Cujous, qui reçoit ce soir Frédéric Bourali et Jane Forti. Allez, salut, à demain.